Bon, bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir au café de la commune libre d'Aligre pour cette réunion débat qui s'inscrit dans un cycle de conférences organisé par le collectif Socialisme ou Barbarie. Donc on va avoir plusieurs intervenantes aujourd'hui dans ce débat du coup qui est sur le féminisme, féministe révolutionnaire internationaliste contre la guerre, l'austérité et les violences. Effectivement, on est dans une période assez dense sur cette actualité-là et on a décidé d'organiser cet événement pour parler des perspectives aussi de lutte pour le 8 mars, journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, qui sera demain. Et évidemment, on espère toutes et tous vous retrouver dans la rue aussi demain. Donc je vous serais reconnaissante de ne faire aucune prise de vue, s'il vous plaît. Pas de vidéo, pas de photo. Voilà. Donc... pour vous présenter, je vais vous présenter rapidement les différents collectifs qui interviennent ici, et puis je leur donnerai la parole. Le courant international Socialisme ou Barbarie, c'est un courant qui est constitué de différents membres, donc en Argentine avec le parti le Nuevo Mas, qui est également présent au Brésil, le Nouveau Parti Socialiste au Costa Rica, et ainsi que des sections dans d'autres pays, comme ici en France, dans l'État espagnol, aux États-Unis et en Honduras, pardon. Ensuite, Las Rojas. Donc, Las Rojas, c'est un collectif féministe révolutionnaire qui est présent dans plusieurs pays du monde également et qui est associé au courant international Socialisme ou Barbarie. Ensuite, on aura une intervention de Briser la loi du silence avec Anaïs Etabara, qui est une association engagée contre les violences sexuelles et les violences de genre, et qui accompagne les victimes dans leur expression et pour leur offrir un espace de soutien. Ensuite, on aura le collectif féministe Forgina, dont les membres sont issus de la diaspora iranienne partout dans le monde, et qui relaie les luttes en Iran après les soulèvements suite au meurtre de Gina Mahsa Amini, et donc qui s'inscrit dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, Yinyan Hazadi. Et donc on est très contente de les accueillir aussi. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Shai, qui milite à Paris 8, donc dans le mouvement de la jeunesse. Bonjour à tous. J'ai toujours l'impression que j'ai toujours été féministe, depuis toujours. J'ai toujours été intéressée par ce sujet. Les inégalités de genre ont toujours été inconcevables, même quand j'étais enfant. Au lycée, j'ai suivi la spécialité LSE espagnol, et la professeure nous a proposé une séquence sur la vague verte, qui sera présentée plus tard par ma camarade Marie. Ça me semblait fou, la puissance du mouvement, le fait que l'IVG, encore à cette période-là, n'était pas légal en Amérique latine. Et surtout, le nombre de personnes dans la rue, ça m'a énormément impressionnée. La mobilisation massive et le fait que ça pouvait changer la vie des gens et produire des réels effets et des réels résultats. C'est comme ça que j'ai connu Las Rojas, et par la participation notamment à la vague verte. Et donc, un an après, pendant la manifestation du 8 mars de l'année dernière, j'ai pu rencontrer Las Rojas à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer tant à Las Rojas qu'à Socialisme Barbarie. J'ai commencé un parcours de politisation d'abord dans le féminisme, qui m'a ensuite amené sur d'autres sujets et à lutter contre d'autres oppressions et contre le système capitaliste. Le mois passé, j'ai eu l'opportunité de participer au camp anticapitaliste international en Argentine, où plus de 500 jeunes venant d'Argentine, du Brésil, du Costa Rica et aussi des États-Unis se sont réunis pour discuter de la situation internationale et s'organiser dans une perspective internationaliste et anticapitaliste. Pendant le camp, il y a notamment eu lieu la commission internationale de Las Rojas, où étaient réunies des femmes et LGBTI pour discuter collectivement de l'organisation des prochains mouvements féministes, comme le 8 mars, mais également la prochaine rencontre des femmes lesbiennes, travestis, trans, bisexuelles, intersexes et non-binaires, qui aura lieu à Cordoba en Argentine. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une rencontre qui peut réunir entre 40 000 et jusqu'à 100 000 personnes en non-mixité pour organiser les luttes des femmes et des personnes trans. L'objectif de la commission de Las Rojas, L'objectif de cette commission de Las Rojas était surtout de s'organiser et de comprendre que Las Rojas est un lieu de formation, d'échange et d'organisation pour participer aux luttes féministes et LGBTI.
et surtout la lutte des personnes trans qui aujourd'hui se font très frontalement attaquer par l'extrême droite et notamment celle de Milei en Argentine. Pendant la commission, il y a eu beaucoup de témoignages de camarades qui sont venus parler de leur expérience et notamment de comment est-ce qu'elles luttent et accompagnent les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Cela m'a permis de comprendre comment s'organiser et lutter contre le système patriarcal et capitaliste de façon plus concrète, notamment par le partage d'expériences. L'idée globale de la commission était surtout d'organiser pour la lutte contre l'extrême droite dans une vision intersectionnelle, avec l'intention de recréer la grande marée verte à l'international pour un féminisme révolutionnaire et anticapitaliste. C'est donc dans cette perspective que moi je lutte actuellement dans mon université à Paris 8. Donc ces derniers mois, avec la classe Rojas, on a beaucoup milité par rapport à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En effet, le 13 novembre dernier a eu lieu un féminicide d'une étudiante de l'EA de l'université. Et à la suite de cet événement, il n'y a eu aucun communiqué ni aucune action qui a été faite par l'université. Et face à ça, on doit continuer à s'organiser de façon permanente pour demander des réponses aux institutions et aussi pour ne pas laisser des personnes sans assistance dans des situations pareilles. À côté de cela, les vigiles de la fac, ils agressent des étudiants et des étudiantes, tandis que le département de philosophie entier, il protège un professeur accusé de viol et de VSS. Et à côté, les personnes LGBTI, elles ne sont pas non plus épargnées dans l'université, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions, des refus de changement de prénom d'un point de vue administratif pour les personnes transgenres, et beaucoup de transphobie, notamment de la part des vigiles. Et tout cela dans le cadre où l'État aujourd'hui il réduit les financements de la fac et menace d'augmenter les frais pour nos camarades migrants et migrantes. Et dans ce contexte-là, face aux agressions permanentes de l'État et de l'université, on se doit de continuer à lutter pour un féminisme international et révolutionnaire contre la guerre, l'austérité et toutes les violences. Merci. Donc bonjour, je suis Anaïs et bénévole dans l'association Briser la loi du silence. Donc on est une association qui milite contre les violences sexuelles et les violences de genre. Et notre but c'est vraiment de libérer la parole des victimes. Car en France on pourrait se dire que c'est bon, les femmes ont acquis tous leurs droits et qu'elles n'ont plus vraiment besoin de se plaindre. Mais c'est faux, c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. Le consentement n'est pas une évidence. Si bien que même en portant plainte, certaines victimes peuvent avoir des difficultés, d'être découragées. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de montrer que notre corps nous appartient et qu'on a la liberté de nos choix. D'autant plus que c'est vrai qu'avec la montée d'extrême droite, on a aussi une montée du conservatisme, avec des hommes de plus en plus misogynes, masculinistes, qui veulent asseoir leur domination sur les femmes, ce qui est très grave, notamment à cause des violences conjugales. C'est toujours une réalité énorme. Bonjour, je m'appelle Tabara et ça fait une année maintenant que je milite aux côtés de l'association lors des grandes manifestations que je remercie d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en tant que féministe africaine, pas en tant que bénévole. Si je suis là aujourd'hui avec l'association, c'est parce qu'il y a un plus grand danger qu'encourent les femmes africaines, les femmes noires de manière générale. Mon féminisme, il part d'une réalité concrète comme la plupart de vous. C'est les violences faites aux femmes et aux filles. Sur mon continent, beaucoup de femmes meurent. Beaucoup de femmes souffrent. Pas parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, mais parce que ce sont des femmes. Parce qu'elles n'ont pas le droit. Aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on pense qu'on a les droits, bien qu'on ne l'a pas assez. Mais dites-vous que sur mon continent, de manière générale, il y a des pays où l'avortement est encore interdit. Je suis guinéenne et dans mon pays, l'avortement est interdit. Des femmes meurent d'avortement. Dans mon pays, 99% des filles ont subi des mutilations sexuelles féminines. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On appelle couramment cela l'excision parce que c'est le type de celui qui est le plus répandu. Il consiste à couper les petites lèvres ou les grandes lèvres et le clitoris. Et parfois, ils font même de l'infibulation qui est beaucoup pratiquée en Somalie, qui consiste à couper du coup la vulve et à recoudre avec une aiguille et laisser un tout petit orifice en fait pour que la femme puisse uriner.
Et c'est très très compliqué parce que malheureusement, ces femmes subissent énormément de conséquences. Elles ont de multiples infections et ils font tout cela pour pouvoir contrôler le corps de la femme, pouvoir contrôler le désir de la femme. Depuis janvier 2026, au Sénégal, on compte 18 féminicides. Au Cameroun, depuis 2023, il compte à peu près, si je ne me trompe pas, 173 féminicides. Et parmi ces 173 féminicides, seul un monsieur a été condamné à 5 ans de prison. Voilà ce qu'on subit. Mon pays, cette année, j'ai commencé à faire le décompte des féminicides. De janvier à avant-hier, nous sommes à 7 féminicides. Et dans ces 7 féminicides, 5 sont des petites filles de moins de 15 ans. Toutes violées, pour revenir aux violences sexuelles. Je ne sais pas si je peux le dire, mais elles ont été décapitées. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas envie que ça se sache. Et c'est cela. Et il y a énormément de violences institutionnelles parce que, oui, les lois sont là. Moi, dans mon pays, en République de Guinée, il y a une certaine... C'est très beau, en fait, l'écrit. Il y a une certaine parité, égalité dans les textes. Mais ils ne sont jamais appliqués. Chez moi, dans les tribunaux, il y a des juges qui se permettent, en fait, de... comment dire ça ? Il y a des juges qui se permettent de dire qu'ils donnent la parentalité des enfants à la femme parce qu'ils sont musulmans. Et c'est très grave. Dans mon pays, la loi interdit les mutilations sexuelles féminines depuis les années 2000, mais quand même on est le pays avec le plus haut taux de prévalence au monde. Et c'est pas normal. Nous sommes comme toutes ces autres femmes, et il faut parler de nous également. Quand on parle du féminisme, ça ne touche pas que les femmes blanches, je suis désolée de le dire. Les femmes noires aussi sont des féministes. Il y a des femmes noires qui militent chez nous pour la cause de nos sœurs, pour notre cause à nous, et pour toutes ces femmes du monde entier qui sont invisibilisées, qui souffrent énormément. Et je pense qu'on a besoin, en fait, de tout le monde. On a besoin de l'appui de tout le monde. Parce que je voulais dire quelque chose. Depuis ma venue en France, j'ai remarqué que quand on fait la marche du 8 mars, on ne parle jamais des mutilations sexuelles féminines. C'est une violence sexiste. C'est une violence sexuelle. C'est un crime contre l'humanité. Il a été interdit par plein de traités. La France, on signait plein de traités pour arrêter, mettre fin aux mutilations sexuelles féminines. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne parlez pas de nous ? Pourquoi vous ne parlez pas de ces femmes qui vivent sur le sol de la République française, qui ont subi ces mutilations ? Nous, on est là avec vous. Quand il faut militer contre le viol, on est là. Mais malheureusement, on se rend compte que peu sont avec nous et c'est pas normal. Donc aujourd'hui, je remercie beaucoup l'association Briser la loi du silence qui nous ont permis à nous, féministes africaines, parce que demain, nous allons militer à côté de l'association, mais pas en tant qu'accompagnante comme d'habitude des assos, mais en tant que femme noire, femme africaine, militante pour le droit de ces femmes qui meurent sur notre territoire. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Marie de... Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Donc maintenant, Marie de Las Rojas, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à Tamara, merci à la Briser la loi de silence et Féministe pour Gina. Vraiment, je crois que je salue énormément cette volonté de vouloir co-construire des instances communes, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi se solidariser avec les femmes du monde entier. C'est vraiment quelque chose que on ne l'écrit pas justement dans la rue pour faire une belle consigne, mais vraiment on essaye de le construire à la base en fait. On essaye de le construire dans toutes les instances et à chaque moment et dans chaque structure où nous sommes présentes. Toute cette réalité que Tamara elle vient de témoigner, je crois que c'est vraiment de l'ordre de la barbarie. Et c'est précisément ces mondes que nous sommes amenés à changer et sur lesquels on est amené aussi à intervenir tous les jours pour le faire changer. Donc c'est une réalité qui nous touche comme en tant que femmes migrantes, bien évidemment, et dans toutes les régions qu'on était colonisées par les impérialismes anciennement, mais que subissent aussi encore aujourd'hui cette barbarie. Donc, moi, je suis membre de Las Rojas et de l'organisation Socialisme ou Barbarie. Et donc, moi, je milite, il va faire un peu plus de 10 ans dans cette organisation. Et je voulais un peu vous raconter d'où nous venons,
d'où est-ce qu'il voilà, apparaît un peu Las Rojas et aussi notre mouvement et comment est-ce qu'il a été construit et un tout petit peu vous raconter comment ça se développe aussi les mouvements féministes en Amérique latine et vu aussi les conditions très dures des femmes et aussi des diversités sexuelles. Et donc, je vais faire un petit passage un peu historique aussi pour vous raconter d'où est-ce que nous venons. Et donc, en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous avons été pas mal influencés par les mouvements suffragistes que vous connaissez à la fin du 19e siècle et qu'on les connaît vulgairement comme la première vague de féminisme. Et cette vague, elle exprimait un peu une nécessité des femmes d'entrer dans les mondes, dans la société à travers des revendications de leurs droits politiques et à travers l'acquisition des droits civiques et culturels. Et ça a impacté un peu en Amérique latine, mais ce mouvement ou cette influence, elle est arrivée un peu plus tard, vers le XXe siècle. Et ça a été aussi une affirmation à ce moment-là, de plus en plus syndicale, avec une forte présence de revendications orientées par les féministes socialistes, et fondamentalement. En Argentine, par exemple, les premiers syndicats des femmes qui datent du début du XXe siècle, c'était à l'initiative des socialistes anarchistes, donc l'Union générale des femmes. Et c'était exclusivement intégré par des femmes ouvrières qui réclamaient au même travail, même salaire que les hommes. Elle s'est prononcée aussi pour la défense de leurs droits, des droits des travailleuses. Et elle menait aussi une critique très forte autour de la sexualité et aussi des modèles patriarcaux de la famille bourgeoise. Au niveau international aussi, ces diverses organisations de femmes, elles ont été liées d'une manière informelle ou formelle au courant socialiste. Elles se sont jointes aux luttes pour la paix, pour la démocratie, en exprimant leur solidarité, par exemple, avec les femmes pendant la guerre civile espagnole en 36-39 et aussi avec les mouvements antifascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les sillages, ensuite, dans la deuxième partie du XXe siècle, dans les sillages de mai 68, il s'inscrit une deuxième vague féministe qui s'est étendue à de nombreuses régions du monde, donc en Amérique latine aussi, pendant les années 70 et 80 en Amérique latine. Et on connaît un intense phénomène de politisation. Et les femmes, elles étaient vraiment à l'avant-garde de la résistance contre les régimes dictatoriaux. Donc évidemment, peut-être vous allez voir demain aussi des pancartes avec les figures des trois sœurs Mirabal qui ont été assassinées par les gouvernements, par les dictateurs Trujillo. Et aussi, les femmes, elles ont été aussi un peu en première ligne de cette résistance. Donc, elles ont été persécutées. Les dictatures, elles ont exécuté des générations entières de militantes socialistes, révolutionnaires. Donc, ils ont complètement mené une lutte implacable contre tout secteur qui s'organisait. Et encore une fois, l'Argentine, elle était paradigmatique parce qu'on a eu les maires de la place des Mai. Donc, les maires de la place des Mai, c'était les maires des militants disparus, mais aussi peut-être juste des maires des gens qui ont été disparus par la dictature. Et elle prenait ses foulards, mais en blanc. Donc, elle prenait ses foulards en blanc et le mettait sur la tête. Et elles allaient occuper la place devant le palais de gouvernement, donc la place des Mai. Elles se mettaient avec leur foulard et elles occupaient la place publique quotidiennement pour dénoncer et demander à l'État où ils sont mes enfants. Donc, et ça, c'était quelque chose qui a amené un élément qui était autrefois essentialisant de la femme, le fait d'être mère. Le fait de ramener cet élément, elle est devenue très politique parce qu'elles se sont mis à occuper l'espace public, la place publique, en dénonçant la présence, en dénonçant par leur présence la répression de l'État. Donc, les policiers, ils demandaient aux maires, mesdames, circulez. Et donc, les femmes, elles se sont mises à circuler, vraiment à faire des tours et des cercles autour de la place. Et donc, c'est comme ça que ce mouvement, il est né. Et je crois que ces foulards verts aujourd'hui, ça leur rend un peu hommage aussi, parce que ces femmes, elles ont été très, comme je dis, très en première ligne de la résistance.
À la fin de la dictature, les femmes, elles ont réussi dans ces pays à consolider aussi un espace de rencontres politiques, un espace quotidien, on va dire annuel de rencontres politiques. Et ça s'appelle aujourd'hui les rencontres plurinationales des femmes. Et il a vu les jours pour la première fois en 1986. Il a regroupé des féministes un peu de toute la région. Donc il y a des femmes qui viennent du Paraguay, du Brésil, de Bolivie, de la Colombie, etc. Et qui viennent aussi pour participer à la co-construction d'un programme, d'un agenda politique des femmes et comment pouvoir bouger les lignes à niveau des pouvoirs de l'État, à niveau des pouvoirs institutionnels. Dans les années 90, il y a les sœurs du néolibéralisme en Amérique latine et il était marqué par un discours unique, plus marqué par la fin des idéologies, la fin de l'histoire. Et ça a inauguré une décennie d'une vide politique. Et la privatisation des services publics, sous prétexte que les entreprises privées fournissaient un meilleur service et plus efficace, les taux élevés de pauvreté et d'indigence dans les classes moyennes, ça a défavorisé énormément et ça a impacté d'une façon très directe la vie des femmes. Et donc, dans ces contextes de mondialisation, il y a eu une espèce de réabsorption de cet héritage des luttes qui s'étaient un peu consolidées jusqu'à ce moment-là. Et cela a été traduit par les mouvements, dans les mouvements par un revirement vers des questions plus individuelles et des revendications plus personnelles autour de la question des identités, mais au détriment d'une alternative, d'une construction collective. Donc, cette myriade d'organisations avec des revendications toutes valables, mais quand même déconnectées les unes des autres et déconnectées notamment de la rue et des luttes collectives. Donc, l'appropriation qui a mené le discours capitaliste, il a visé à amalgamer la révolution socialiste avec la dérive bureaucratique stalinienne. Et ça a provoqué chez les jeunes, chez les nouvelles générations, une certaine peur de l'organisation, une déconnexion des méthodes historiques des opprimés. Et donc, dans les feux de cette nouvelle lutte contre la précarisation de la vie, les femmes socialistes et donc les féministes à Las Rojas, nous, on commence à se consolider à ce moment-là et on a commencé notre militantisme en pleine rébellion populaire. C'était autour des années 2000-2001. Et c'était une occasion de faire fuir encore un président en hélicoptère, donc on est bien les hélicoptères. Et donc, nous, en pleine rébellion populaire, on a dû aller récupérer un peu les espaces politiques, par exemple, comme la rencontre plurinationale des femmes. Parce que c'était des espaces qui ont été construits, mais qu'ils étaient vidés de leur contenu politique. Et ils se sont presque limités à organiser des tertuliens un peu académiques, accueillir un certain public, mais complètement déconnectés de la lutte dans la rue. Donc notre objectif pendant des décennies, ça a été de dénoncer ces vides politiques, de dénoncer l'Église catholique qui venait aussi rompre nos espaces et qui participait activement pour casser les rencontres d'une façon permanente et systématique. Nous avons eu l'objectif de dénoncer les partis du régime qui empêchaient l'organisation d'un programme de lutte pour obtenir la légalisation de l'avortement, que c'était notre nouveau cheval de Troie, et notamment celui des péronistes de la campagne verte. Donc, nous avons quand même vécu des dizaines d'années avec un gouvernement lidéré par une femme qui se déclarait pas féministe, mais péroniste. Et donc, elle a été la responsable aussi de temporiser autour de ces projets de loi qui a mené des années et des années à vraiment être traités au Parlement. Donc, nous avons fait en sorte que cette question de l'avortement et de la violence contre les femmes, elle soit inscrite dans l'ordre du jour politique, tant à l'intérieur comme à l'extérieur des réunions de ces rencontres. Et nous avons été aussi protagonistes du mouvement Ni Una Menos en 2015 contre le féminicide, aujourd'hui connu aussi comme Pas Une de Plus. Et finalement, ces mouvements, il a commencé à prendre de l'ampleur. On a pu gagner aussi une majorité sociale grâce à cette lutte quotidienne et dans les rues et dans les structures de travail et d'études où on intervenait. Et finalement, lorsque nous avons obtenu cette majorité qui était suffisante, on a pu voir aussi la possibilité de bouger d'autres lignes. Par exemple, dans les contextes où nous avons pu contraindre
à la CGT d'organiser une grève générale, quelque chose qui c'était vraiment très historique pour nous parce qu'on a obligé à la CGT de faire un jour de grève générale, d'arrêter tout dans les pays pour accompagner cette cause des femmes et pouvoir arracher nos droits à l'IVG. Donc nous avons obtenu la loi en 2020 finalement. Et si je ne me trompe pas, c'était 2021 2020 parce que c'était quand même dans les contextes, c'était en décembre, voilà, et c'était un contexte aussi un peu fin des pandémies, donc c'était très 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 particulier. Parce que mine de rien, avec tous ces contextes sanitaires, etc., les femmes elles se sont rendues dans la rue et il y a eu même je ne sais pas comment ça s'est dit, des veilles, les gens qui dormaient à côté du Parlement juste pour faire la pression pour que la loi elle passe. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir organisé ces victoires historiques. Nous avons réussi aussi à les mener, on va dire, dès la base. Dès que, parler d'avortement, de l'IVG, je m'en souviens que peut-être quand j'étais un peu à l'âge de Shaima dans une université, que j'arrivais à parler de l'avortement, mais les gens, ils étaient plutôt contre. Et ça a été vraiment une bataille très difficile de gagner cette majorité sociale, de gagner la conscience des gens. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir mené cette bataille. Nous savons que ça, c'est les fruits d'une lutte militante, d'une lutte dans la rue, et qu'il ne suffit pas juste de contempler les droits qui ont été acquis, mais qu'il faut rester mobilisé pour les conserver et pour aller plus loin. Donc, nous avons, oui, aujourd'hui, il y a l'extrême droite qui se revendique des féminismes, ça nous fait, bon, voilà, on tombe des données, mais aujourd'hui, dans cette énorme menace croissante, c'est vrai que ces mouvements d'extrême droite instrumentalisent le féminisme pour véhiculer son discours de haine et de racisme. Elle s'en sert de ces noms, elle s'en sert de cette étiquette féministe pour prôner un État policier, pour demander moins de droits pour les personnes migrantes, etc. Donc, leurs orientations politiques sont plutôt un pas en arrière en ce qui concerne la famille traditionnelle et aussi le retour aux trade wives qui devient aussi quelque chose de un peu visible, quoi. Et elles n'ont rien à voir avec le féminisme. Nous disons aujourd'hui, comme toujours dans l'histoire de notre mouvement, non passeront face à la crise, à la guerre et à l'austérité, tant qu'il le faudra, féministes et révolutionnaires. Merci. Daniela pour l'autre race. Bon après-midi à toutes et tous, merci d'être venus. Merci pour la qualité des partages d'intervention de tous les gens présents à la table. Moi, pour ma part, un peu pareil que Shaima, j'ai commencé à militer d'abord intéressée par les questions de l'oppression des femmes et notamment pour les droits à l'IVG en Argentine, comme a décrit très bien Marie. Dans ces parcours-là, j'ai commencé à militer en 2011 et ça ne se parlait presque pas de l'avortement, mais Las Rojas parlait quand même un peu éloigné, faisait des campagnes électorales basées sur les droits à l'avortement et des autres forces de gauche, extrême gauche, disaient non, il ne faut pas faire ça, les gens ne votent pas pour ça. Et effectivement, on ne récoltait pas des masses de votes, hein. Mais on les disait quand même. Et cette politisation, comme a dit Shaima, m'a amené à me politiser sur d'autres sujets ensuite. Mais le monde n'est plus le monde où j'ai commencé à militer il y a 10 ans, en fait. Nous sommes actuellement dans un changement profond des coordonnées au niveau international. Et ça a des impacts différents dans chaque pays. Mais c'est un changement qui est vraiment mondial sur la répartition du monde. Et on est dans un monde qui est très, très inestable. Cette inestabilité présente plusieurs origines et plusieurs formes de crises qui se manifestent en même temps. Un premier élément de l'instabilité est la crise économique du capitalisme qui n'est toujours pas résolue. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de la globalisation, on était tous amis, on partageait tous les marchandises, on pouvait tous voyager tout le temps et on allait dans une pente ascendante vers un avenir brillant qui allait amener la démocratie partout et on allait tous bien faire la fête, même que ce n'était pas réel pour tout un tas de pays et qu'il y avait très clairement des pays impérialistes qui bénéficiaient beaucoup plus de cette fête
et beaucoup d'autres territoires où la fête n'arrivait pas, mais ils gardaient la promesse. Mais depuis un certain temps, et c'est très très concret maintenant, on n'est pas tous des amis, et même entre les impérialistes, ils ne sont pas vraiment en bon terme, et on a les retours de la guerre. Très concrètement, et avant ça, il y a eu les premières formes des disputes, que c'était les disputes économiques. Ça a commencé un peu avec Trump à déclarer la guerre économique à la Chine, et là, ça commence très concrètement à parler des droits des douanes. Donc, on voit bien qu'on ne partage plus du tout le temps. Le partage s'est arrêté. Et on est dans la concurrence. Et maintenant, on est directement dans la guerre physique très concrète. Donc, tout ça, on l'appelle la géopolitique. Et les enjeux de géopolitique et de distribution des mondes sont vraiment actuellement partie des conversations quotidiennes, et c'est vraiment impossible d'échapper. Et ça se montre un peu moins critique qu'avant, ou moins caché, parce qu'avant, oui, ça existait, on pouvait les savoir, mais on parlait encore des valeurs partagées, on parlait de l'ONU, on va tous se réunir une fois par an en septembre à New York, que ça va bien se passer, on va faire des déclarations de progrès, et on va faire des promesses, et maintenant, tout se dévoile très rapidement comme quelque chose de très direct et économique. Donc Trump va dire directement, je suis venu en Venezuela pour le pétrole, pas d'euphémisme. Il va dire, je bombarde l'Iran parce que de façon préventive, en fait, ça me pose problème qu'ils développent des choses nucléaires ou qu'ils se développent tout court, donc je les bombarde. Et ils vont faire un génocide à Gaza et pas cacher le fait qu'ils souhaitent construire dans la bande de Gaza des resorts de luxe pour le tourisme et s'approprier des richesses des autres. Donc tout ça, dans tout ça, Trump cherche à sortir du problème de pouvoir garantir à ses amis les capitalistes, notamment celles de son pays, parce que, encore une fois, on ne sont pas tous des amis les capitalistes, commencent à se fâcher les uns contre les autres, et il veut garantir les revenus pour eux, coûte que coûte. Dans tout ça, l'Europe est un peu oscillante, n'arrive pas à se décider, ils ne sont pas en capacité de se confronter directement aux États-Unis, ils soutiennent beaucoup de ces actions, sauf quand ça touche ses intérêts de façon très frontale, notamment avec les petites questions de la Groenland. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les messages WhatsApp que Macron a fait à Trump. Genre, je ne te comprends pas, Trump, je t'ai soutenu. On était des potes, qu'est-ce qui se passe? La Groenland, c'est quand même l'Europe. Et dans tout ça, cet dévoilement et cette façon très brutale que Trump a de mener les affaires, de façon paradoxale, permet des prises de conscience très fortes sur ces projets et sur le fait que c'est inadmissible avec l'humanité dans son ensemble. Et il se tape tout un tas de résistances. Il existe actuellement un renouveau du syndicalisme aux États-Unis qui est composé de plusieurs secteurs qui se syndicalisent comme jamais. Les salariés d'Amazon, les salariés de Starbucks, les salariés d'Uber qui s'organisent. Et parmi eux, beaucoup de personnes qui s'organisent, ce sont des personnes LGBT et des femmes, très concrètement, qui rentrent dans la lutte pour ces droits. Et aux États-Unis, paradoxalement, il y a de plus en plus de personnes qui se revendiquent anticapitalistes, qui se revendiquent socialistes ou même communistes. On sait qu'on considère, ou on a toujours considéré pendant le XXe siècle, comme vraiment le berceau du capitalisme. La politique guerrière de Trump n'arrive pas à calmer cette contestation. Il veut jeter la balle ailleurs, mais il perd beaucoup d'appui en interne, tant par son implication avec l'affaire Epstein, tant pour que pas tout le monde est d'accord avec sa politique dégueulasse à l'encontre des migrants, qui sont les voisins, les commerçants des quartiers, de tout le monde. Et il ne peut pas s'attaquer ainsi à des collectivités et à des personnes qui appartiennent à une forme de vie collective. Et sa politique réactionnaire a comme résultat des énormes organisations par en bas, notamment à Minneapolis. Les femmes et les personnes LGBTI, Marie l'a dit déjà, sont en première ligne des attaques au niveau mondial
mais sont aussi en première ligne de la riposte. C'est les deux en même temps. Un symbole de ça, c'est la figure de Renée Gude. Elle était là pour s'opposer à Racias de Hayes, et elle était une femme, et pas seulement une femme, elle était une femme lesbienne qui a donné sa vie pour la résistance et dans l'organisation de la solidarité avec les migrants. Les gens de plus en plus s'impliquent dans les combats pour changer vraiment le monde et ne pas laisser passer toute cette politique dégueulasse. Je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup parmi vous, mais quand on traîne un peu trop dans des milieux extrême-gauchistes, les gens vont parler très souvent de la convergence des luttes. Il faut faire la convergence des luttes. Ça devient un truc... oui, c'est les grêles. Il faut attendre la convergence des luttes. Et on peut avoir l'impression que ça n'arrive jamais, mais déjà cette table, c'est assez convergé. Je suis très contente. Et parfois, ça semble abstrait ou un objectif qui n'arrive jamais, mais la convergence est très claire et presque quotidienne, en fait. Quand les personnes se battent pour leur salaire et pour les conditions de vie, ils ne s'arrêtent pas d'être des femmes ou des personnes LGBTI quand ils se syndicalisent, en fait. Une personne même peut incarner la convergence des luttes en elle-même, mais aussi, on les voit quand on participe régulièrement à des mouvements. Moi, j'étais assez marquée par le fait que dans la Pride, en juin, les choses qui faisaient les plus chanter les personnes étaient « Free, Free Palestine ». Beaucoup plus que d'autres slogans qui pouvaient concerner que les personnes concernées. En fait, les concernés s'intéressent à toutes les affaires du monde. On n'est pas cantonné à seulement se politiser pour seulement notre individualité. Dans l'Argentine de Milei, pareil, il y a eu l'organisation d'un Pride qui a pris un petit adjectif à côté de la Pride, que c'est la Pride antifasciste. Actuellement, il y a eu déjà deux, face à des discours extrêmement LGBT-phobes de la part de Milei. Et nos camarades de Las Rojas en Argentine y participent. Pour moi aussi, les mouvements Femmes, Vie, Liberté représentent cette convergence des luttes, mais aussi le fait que la lutte contre une oppression rallie la lutte pour d'autres formes d'oppression aussi. En 2022, quand le mouvement a commencé, il y a eu des syndicats qui se sont impliqués. Ça ne s'est pas cantonné seulement à la place des femmes, ça a touché des larges masses de la société iranienne qui ont pu aussi continuer à organiser sur cette lutte. Et pour nous, le féminisme représente un point d'appui des contestations, pas seulement contre l'oppression des femmes, pas seulement contre l'oppression des identités de genre, mais contre le capitalisme et le patriarcat en même temps. Et ça devient de plus en plus clair pour beaucoup de personnes. Vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais déjà, il y a une salle pleine qui fait beaucoup plaisir, mais on verra demain aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font les liens et qui commencent à s'intéresser. On est dans un contexte de marche à la guerre, et la guerre, on le sait, présente des impacts différenciés pour les femmes. Déjà, dans les contextes des marches à la guerre, il est proposé des mesures d'austérité qui impactent de façon différentielle les hommes et les femmes. Les femmes sont souvent dans des postes plus précaires, donc s'il y a un plan de licenciement, c'est souvent les femmes les premières à être licenciées. En France, les femmes sont souvent à mi-temps pour gérer la charge au sein de la famille, les tâches des soins. Et dans des familles hétérosexuelles, les femmes reposent aussi sur elles la charge de la gestion budgétaire, qui au fur que ça se précarise, ça peut être une source vraiment de beaucoup de souffrances pour les foyers, qui est reposée dans la gestion et émotionnelle et concrète budgétaire sur les femmes. Dans ces contextes de marche à la guerre, les droits des femmes et des personnes LGBTI sont remis en question. En USA, ils sont déjà revenus en arrière sur l'avortement. Ici, le gouvernement Macron, de façon encore une fois paradoxale, nous dit qu'on a l'IVG à la Constitution, tant mieux, et quid des financements du planning pour obtenir effectivement un IVG quand on a besoin, ou qu'on a envie, ou qu'on veut exercer notre autonomie, notre autodétermination sur le corps.
à côté de ça aussi, Macron parle de réarmement démographique. Donc ce qu'il nous propose, c'est de faire des enfants pour faire ses soldats pour sa guerre et culpabiliser les personnes à partir de 29 ans pour ne pas être les producteurs de ces soldats. Et c'est dans ces contextes aussi de crise économique que nous constatons la croissance de l'extrême droite, qui aussi a très bien signalé Anaïs, avec des idées complètement moyenâgeuses, obscurantistes et conservateurs, qui prend sur un secteur de la population aussi, comme elle l'a dit, mais qui sont aussi alimentés pas seulement par l'extrême droite, mais c'est un contexte sociétal un peu plus grand qui nourrit cette bataille. Dans ces contextes-là aussi, les violences faites aux femmes, pour nous, à Las Rojas, constituent un outil de disciplinement des femmes et contribuent aussi à la préparation idéologique de la guerre. Les hommes au front, les femmes à la maison. Cette idée réactionnaire peuvent l'idée à d'autres idées réactionnaires encore, comme la chasse aux migrants, qu'on peut se dire qu'on n'a pas l'AIS, mais on n'est pas loin en France sur la question de la discrimination aux migrants, des idées qui sont véhiculisées socialement sur la place des migrants. Mais aussi une autre idée très réactionnaire qui prend ampleur, c'est la remise en question des existences trans. Nous, à Las Rojas et au Socialisme Barbarie, nous voulons tout simplement un avenir, un futur. Et nous avons notre regard sur le futur, mais du point de vue des personnes opprimées. Dans ces contextes, pour nous, il y a très peu de place, voire pas la place pour le réformisme. Ça fait vraiment 100 ans qu'ils essayent de nous dire qu'on va pouvoir réformer le capitalisme et on va y arriver. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas réussi. Et qu'ils finissent dans des choses vraiment dégueulasses comme les PS ou des choses qui se proposent nouvelles mais qui ne changent pas vraiment de la même méthode. Comme je disais au début, j'ai commencé à militer il y a 10 ans et on militait par conviction et par des idéaux pour construire un monde sans oppression. J'ai l'impression que maintenant, changer le système capitaliste, le détruire et construire sous ses ruines un nouveau monde, c'est pas seulement un idéal, mais c'est une nécessité et il y va de notre survie. Eux, ils sont prêts à nous embarquer de plus en plus dans la guerre, la catastrophe environnementale et les reculs de nos droits acquis. Les femmes à la maison, fêtes des bébés et les placards pour toutes les personnes qui ne correspondent pas aux normes qu'ils souhaitent nous imposer au niveau de l'identité des genres. Mais moi, je suis sûre que nous sommes plus nombreux et nombreux et que nous sommes entièrement capables de les combattre et de gagner pour accueillir notre émancipation et construire un nouveau monde sans oppression. Merci de m'avoir écouté. Merci pour toutes ces interventions. Pour la suite du déroulé, on va faire un débat pendant 40 minutes. On vous propose des interventions de 3 minutes par personne. Et on va passer aux conclusions des intervenantes. Du coup, je pense qu'il est vital de s'éduquer politiquement pour se battre contre ces gouvernements qui ne nous protègent pas et qui, en plus, sous couvert de sécurité, suppriment un nombre considérable de libertés fondamentales. Et surtout, il faut que vous sachiez que être neutre et se taire, c'est pas bien, parce que dans ce cas-là, c'est les dominants qui vont prendre le pouvoir sur vous et qui beugleront plus fort que vous. Et aussi, en tant que personne blanche et privilégiée, caucasienne, je me dois d'être humble, on se doit tous d'être humbles et de redonner le pouvoir aux personnes qui sont oppressées, discriminées. Parce que comme tout le monde l'a si justement dit, il faut respecter la parole de chacun et leur donner l'occasion de se faire entendre et de se battre pour leurs droits. Toutes ces femmes méritent autant que nous de vivre heureuses et en sécurité et dans la bienveillance. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser. Comme mes consoeurs ont dit, nous avons vu que nos oppressions sont liées.
Et ça nous indique que nos résistances doivent également l'être. Nous devons construire des solidarités concrètes entre les luttes, construire un féminisme international et surtout solidaire. Parler uniquement au nom de certaines femmes, tout en oubliant les autres, ne nous aidera pas. On doit vraiment s'écouter. Écouter les femmes du Sud de manière globale, des femmes racisées, des femmes pauvres, des femmes précaires, des femmes migrantes, des femmes travailleuses. Et c'est toute cette convergence de lutte-là qui est nécessaire parce qu'elle est à la fois, comme vous l'avez dit, elle est politique et elle est surtout historique. Donc quand une femme se lève pour dénoncer vraiment l'injustice qu'elle subit ou qu'une autre femme subit, il faut savoir qu'elle ouvre une porte au chemin, elle ouvre une porte pour d'autres femmes. Des femmes qui s'organisent collectivement deviennent en fait une force capable de transformer cette société. Donc nous avons besoin de cette collectivité, nous avons besoin que nos luttes se rencontrent à l'échelle internationale et qu'elles deviennent un mouvement capable vraiment de changer ce monde. Parce que nos luttes, en fait, elles sont multiples, mais elles n'ont qu'une seule direction, construire un monde plus juste pour nous, pour celles qui étaient là avant nous et pour celles qui viendront après nous. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, ben, moi, je veux vraiment vous remercier par ces moments d'échange. Il était vraiment très riche. On voit vraiment tous les sujets qui relèvent aussi du féminisme, comment ça peut toucher plein d'autres aspects, plein d'autres sujets à niveau politique, à niveau de religion, à niveau de racisme, les problèmes même à l'intérieur de la gauche. Donc, je crois que c'est vraiment un lieu où il faut vraiment s'attarder pour aller plus loin, pour analyser, pour aller en profondeur. Et bon, voilà, Sarah, tu disais tout à l'heure, je ne partage pas vraiment trop l'espoir avec Daniela, mais tu nous partages ta force, tu vois. Et donc là, je me sens vraiment très joyeuse de coïncider un peu là-dedans. Et je crois que tu disais aussi tout à l'heure, voilà, tu vois, on a besoin que les féministes parlent de nous, mais nous, non, les féministes, on a besoin plutôt de cette force à vous, en fait. Nous, on a besoin de vous. Et je crois que si cette éducation formelle que nous avons à l'école, c'est pas l'éducation féministe, laïque, émancipatoire que nous allons avoir, c'est certainement les féministes qui doivent s'emparer de toute cette question, de s'éduquer politiquement, de s'éduquer dans le féminisme. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle, avec notre organisation aussi, d'organiser des espaces de formation, de lecture, d'analyse, de pouvoir voir comment aussi à notre moyen on peut aussi réinventer cette gauche révolutionnaire vraiment inclusive, parce qu'il ne faut pas oublier que les féministes, c'est toujours une question de contre-courant. On a toujours dû se battre à coups de coude, même à l'intérieur de nos organisations, pour faire que ça en sorte que ça existe, et ça va continuer à faire comme ça. Donc je crois que ça c'est très important, et ça c'est la place que nous voulons aussi les donner, c'est la place que ça exige d'y avoir, parce que c'est vraiment les noyaux, plein de problématiques. Et donc moi je rejoins la camarade guinéenne, et vraiment c'est important qu'on reste ensemble, qu'on continue à faire cette expérience ensemble et à construire un vrai féminisme révolutionnaire. Ça sera dans la rue, mais aussi dans des nouveaux échanges. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour être venus, à nos invités qui étaient vraiment en qualité excellente, tant humaine comme politique. J'ai pas grand chose à ajouter parce qu'on a déjà beaucoup discuté, mais on peut toutes et tous être acteurs et actrices du changement, en fait. Ça prend du temps, comme ça le disait, on est parfois très fatigué, c'est vrai. Ça peut être épuisant, mais on a de moins en moins les choix. Donc, je vous invite à ne pas rester dans la frustration ou la seulement colère qui provoque l'injustice, la crise économique, la crise politique et la guerre, et à rester organisé. Et dans ce sens, on vous propose notre organisation, mais si vous voulez rejoindre d'autres, c'est possible aussi, mais on vous propose notre organisation. Et dans ce sens,
certains partiront bientôt pour la manif, qui est en non-mixité, donc pas tous partiront. Et ensuite, demain, Brisez la loi du silence propose un point de rendez-vous qu'on rejoindra avec la Stochas à 13h30, sortie 1 rue de l'Aqueduc, métro Stalingrad. Et ensuite aussi, on essaiera de converger dans la lutte de façon très concrète, avec les points de rendez-vous qui est proposé par les camarades de Roja, un collectif iranien aussi pour soutenir les Iraniens et Iraniennes dans sa lutte et faire vivre un internationalisme dans la rue. Et car nos luttes sont reliées les uns aux autres aussi, Socialisme Barbarie est signataire d'un appel à se manifester le samedi 14 mars contre l'islamophobie, contre les violences policières, contre le racisme et contre l'extrême droite, ce qui est une lutte assez importante. On avait proposé aussi à la marche de solidarité de venir prendre l'intervention pour expliquer d'eux-mêmes la démarche de la manif du 14, mais on est tous très chargés par les tâches. On vous invite aussi à rester en lien avec nous pour participer à cette manif. Et je veux finir avec quelque chose qui n'est pas mémo, mais qui a été dit lors de la dernière manif qu'il y a eu en demande de justice pour Elassane Diarra, qui est un jeune mauricien tué par la police seulement pour prendre un café en bas de son foyer des migrants. Et donc on s'est manifesté aussi pour justice dans sa situation, et quelqu'un a pris la parole, des membres du collectif Sans Papier, pour dire en fait tous nos luttes sont liées, on va être les 8 mars dans la rue, les 14 dans la rue, et en fait il faudrait dans les calendriers finir l'année par la révolution. Merci.